Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, la classe politique décide du maintien du couplage des élections présidentielles et législatives à la date du 22 novembre prochain. C'est la conclusion à laquelle la classe politique nationale constituée autour du chef de file de l'opposition politique et l'alliance des partis et formations politiques de la majorité a abouti ce vendredi à Ouagadougou. Et dans cette édition, nous recevons M. Bindi Woba. Il est le secrétaire chargé de la santé et des questions de la population et le porte-parole du parti au pouvoir, le MPP. Avec lui, il sera question du congrès d'investiture du candidat du mouvement du peuple pour le progrès, à l'occurrence le président Kaboré. À la une également, ouverture ce matin du procès des 5 activistes poursuivis pour outrage à magistrat, injures publiques et incitation à la haine à Ouagadougou. Ahmed Nanema nous en parle dans cette édition. Et au Mali, la 3e manifestation du M5 prend une autre tournure. Les manifestants assiègent l'ORTM et l'Assemblée nationale pour réclamer la démission du président Ibeka et de son régime. Voici donc pour les titres du 20h. Bonsoir à tous. Ce qui devait être un rassemblement de plus contre le pouvoir malien est en train de se transformer en soulèvement populaire. L'Assemblée nationale a été saccagée par des manifestants en rage. Outre le Parlement, la télévision nationale a été aussi prise d'assaut. Certains manifestants ont même tenté d'accéder à l'intérieur. D'autres informations qui nous parviennent font état d'une situation confuse dans la capitale où beaucoup de quartiers sont déjà en feu. Depuis quelques semaines, des opposants réunis au sein du mouvement du 5 juin sous la houlette de l'imam Diko tiennent des rassemblements chaque vendredi au monument de l'indépendance à Bamako. Ils réclament le départ du président, la dissolution de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. Au Burkina, les recommandations du récent rapport de l'Assemblée nationale font toujours vague au sein de l'opinion publique. Ce vendredi, autour du ministre de la décentralisation, s'est réuni le cadre de suivi du dialogue politique. Au centre des discussions, la proposition du report des législatives, une recommandation qui rencontre un niet catégorique des composantes du dialogue politique, Gildas Da et Constantin Sieda. Autour de la même table, les ténors de l'opposition et les caciques de la mouvance présidentielle. L'heure est grave, les regards sont tournés vers les élections de novembre prochain. Les deux composantes du dialogue politique sont ici pour échanger sur les recommandations contenues dans le rapport de l'Assemblée nationale remis au président du Faso. Parmi les recommandations concernées, il y en a une qui a trait principalement au découplage des élections de novembre 2020 avec un report des élections législatives pour plus tard. Le président du Faso, en droite ligne de la manière dont il a toujours travaillé avec le dialogue politique, a jugé opportun et utile de consulter le dialogue politique pour avoir son avis. C'est donc en ayant cela à l'esprit qu'il nous a sollicité de passer à son cabinet et il nous a remis officiellement donc à chacun des deux coprésidents que nous sommes une copie du rapport. Après donc réception du rapport, chacune des composantes a eu une réunion avec les membres de sa composante. Et pour ce qui concerne le CEFOP, cette réunion s'est tenue hier au siège du CEFOP à 18 h pour donc examiner le rapport et principalement donc la question relative au report des élections législatives. Des échanges entre les différentes parties, jaillit une conclusion claire. Le maintien à une date unique, donc le couplage des élections donc législatives donc et présidentielles et qui se déroule donc comme c'est prévu pour le 22 novembre 2020. Et bien entendu, dans le compte rendu que nous ferons au chef de l'État qui a demandé notre observation, cette position-là donc sera réaffirmée. L'essentiel, vous le savez, c'est que les deux composantes se sont entendues et ont estimé qu'à l'étape actuelle de nos préparatifs et des engagements que nous avons convenus ensemble, il est bon qu'on s'en tienne au timing qui a été adopté et qui est connu et qui, sur la base de ce timing, le corps électoral a été convoqué.
Et nous, parti de l'opposition, parti de la majorité, nous travaillons sur la base de ce timing-là. Je crois que c'est l'essentiel. Pour les autres détails, il va falloir encore patienter. Non, nous ne souhaitons pas dire plus. Et ça suffit pour aujourd'hui. Et ça suffit pour aujourd'hui. Un rappel, dans le rapport remis au président du Faso mardi dernier, l'Assemblée nationale recommandait le report des législatives d'une année. L'argumentaire principal était la non-accessibilité de certaines provinces du fait du terrorisme. Je l'annonçais donc tout à l'heure, nous recevons ici sur ce plateau M. Bindi Woba, secrétaire chargé de la santé et des questions de population et porte-parole du mouvement du peuple pour le progrès. Bonsoir M. Woba. Bonsoir Mme Konaté. Voilà, vous venez tout juste de suivre ce reportage. Quelle est votre position sur la question? Non, je n'ai pas de position particulière, il y a la position du parti. Donc, pour le maintien des élections telles que ça a été prévu. Maintenant, il faut simplement comprendre que le problème qui a été posé par l'Assemblée, en fait, c'est un questionnement. Donc, ce n'est pas une décision qui peut être prise au niveau de l'Assemblée. Il est évident que c'est la classe politique qui décide donc, des suites à donner. Donc, l'Assemblée n'a fait que poser un questionnement par rapport à la tenue des élections législatives. D'accord. Demain, le MPP se réunit en congrès d'investiture. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de la cuvette du Palais des Sports? Alors, nous souhaitons donc investir notre candidat. Mais dans un premier temps, nous allons faire le bilan de son action, sur le quinquennat. Et ensuite, nous allons procéder à l'investiture. Et comme vous le savez, c'est le candidat du MPP. Et son programme est éloquent. Et c'est pour ça que nous souhaitons donc le reconduire par rapport au bilan positif qui a été fait. Comme vous le savez, le président il a eu 3 axes d'action. Le premier axe, c'était donc le renforcement des institutions et la modernisation de l'administration. Le deuxième axe, c'était le développement du capital humain. Et le troisième axe a été donc de dynamiser la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et pour l'emploi. Et tous ces 3 axes-là, vraiment, c'est très, très, très satisfaisant. Et comme on le dit, il y a un proverbe chez nous qui dit que si tu vas au marché avec l'idée de vendre une chèvre pour en acheter une autre, ben, il vaut mieux garder celle que tu as parce que elle au moins tu la connais. Donc, le président Roch-Marc Christian Kaboré, au vu de son bilan, qui est un témoignage éloquent de sa capacité à conduire ce pays, qui est un témoignage de sa capacité à faire encore beaucoup plus pour ce pays, parce que malgré, si vous voulez, les difficultés que nous avons connues, que notre pays n'a jamais connu, le terrorisme, la situation sécuritaire de notre pays qui est très très difficile, mais malgré cela, il y a eu vraiment beaucoup de réalisations dans tous les domaines du comportement de la vie de notre nation. Ok. En parlant de réalisation, un exemple, c'est la réalisation du barrage de Samandeni, un projet lancé sous Blaise Compaoré. Mais les populations de Bogandé attendent toujours leur route bitumée, de même que celle de Fada, qui attendent la réhabilitation de leur route fortement dégradée. Il y a aussi celle de Djibo et de Gomboussou qui attendent que leur soient livrées les infrastructures dont les chantiers ont été lancés à grands coups de renfort médiatique. Que faut-il dire à ces populations-là? Ben, elles savent que les chantiers ont été lancés. La route de Bogandé, Faran Gourma, donc c'est en travaux. La route Gounguin, Fada sera bientôt, les travaux vont bientôt commencer. La route qui passe par Gomboussou, il y a eu un reportage même donc, de la télé par rapport à
à la réalisation déjà de cette route. Donc c'est pour dire que, parce que au cours de ce quinquennat, en matière d'infrastructure, il y a eu à peu près 1700 km de routes bitumées qui sont en cours de réalisation. Ça ne s'est jamais vu dans ce pays. Donc ça, c'est un bilan qui est très éloquent, parce que ce que le président Marc Christian a compris dès le départ, c'est qu'un pays, pour qu'un pays se développe, il lui faut des infrastructures. Les routes, qu'elles soient les routes bitumées ou bien les pistes rurales, pour permettre la communication entre les personnes. C'est ça que c'est important pour donc le développement. Comme on dit, le développement passe par la route. Donc ça a été compris. Il a compris également qu'il fallait des infrastructures socio-économiques. C'est pour ça que plusieurs espèces ont été construites pour permettre à la population d'avoir accès aux soins de santé. De même, l'éducation. Vous voyez, nous avons, en matière d'éducation par exemple, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on a construit 53 salles de classe par mois. 53 classes par mois. Depuis la prise de pouvoir du président Marc Christian Kaboré. Ça ne s'est jamais vu dans ce pays. À savoir que 7 classes par commune sur les 360 par commune. Ça, c'est extrêmement important. En matière d'enseignement, vous voyez, on a eu, au niveau toujours de l'enseignement, il y a eu 497 CEG qui ont été construits. À savoir que chaque commune a au moins eu un CEG durant le quinquennat. Donc, ça, c'est l'expression de la vision du président. Okay. Monsieur Woba, oui. Vous l'avez tantôt dit, ce congrès d'investiture est d'abord un congrès de bilan. Tout à fait. On l'a compris, mais c'est aussi un congrès de définition d'un nouveau programme pour les 5 ans qui viennent, mais aussi de s'accorder sur une stratégie de campagne. Absolument. Comment, à ce niveau, vous vous organisez alors? Non, le président du FASO a un programme qui est en lien, bien sûr, avec le programme qu'il a déjà réalisé. Il va s'agir maintenant de renforcer tous les acquis et d'aller plus loin. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça que nous sommes sereins et nous sommes, en tout cas, nous lui, en tout cas, accordons encore notre confiance parce que nous savons qu'il va faire mieux et qu'il va faire plus. Et bien sûr, nous allons nous organiser toujours, nous sommes déjà organisés. La tenue du congrès, vous le verrez, le fait de tenir déjà le congrès est une réussite pour l'investiture du candidat. Et bien sûr, tout le reste vient à la suite de l'organisation de ce congrès où toutes les équipes sont en marche pour permettre non seulement au président Marc Christian d'être élu, mais de pouvoir dérouler son programme. D'accord. On sait aussi qu'il y a besoin de cohésion dans vos rangs après les scènes de discorde, de colère que l'on a vues à Fada, à Bobo-Dioulasso, à Ouéguia et autres. Avant l'investiture proprement dite, faut-il faire un bilan sans complaisance du quinquennat qui s'achève ou faut-il s'attendre à ce que l'on lave les linges sales en famille? Non, le linge, la tenue du congrès montre déjà que s'il y avait problème, le problème n'existe plus. Parce que pour tenir un congrès, ça veut dire qu'on est tous d'accord pour l'organisation, pour son organisation, pour sa réussite. Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur de nos structures, je veux dire, c'est l'expression de la démocratie dans tous les partis. Donc c'est normal que les militants, que chacun cherche un espace politique dans les structures. Ce n'est pas un signe de désordre, ni un signe de mauvaise, de non-réussite du parti, non. Un parti qui vit ne peut pas ne pas connaître ces soubresauts-là. Mais la tenue du congrès montre très bien que tout ça s'est passé et nous organisons le congrès. D'accord, merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que nous étions avec M. Bindi Woba, secrétaire chargé de la santé et des questions de population et porte-parole du mouvement du peuple pour le progrès. Vous restez avec nous donc pour la suite du journal.
Au Nigeria, des combattants présumés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont tendu mardi dernier une embuscade à des soldats sur une route située à 40 km de la capitale de l'État de Borno. Le bilan fait état de 35 soldats nigérians tués, 18 sont blessés et 30 sont toujours portés disparus. Dans la région, plus de 36 personnes ont été tuées depuis 2009 dans les violences et plus de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur domicile. Parlons à présent de l'actualité parlementaire au Burkina Faso. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi des finances portant rectificatif des finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2020. Ce budget s'établissait en février dernier à 2200 milliards de francs CFA en recettes et plus de 2500 milliards de francs CFA en dépenses. À cause de la crise sanitaire qui a paralysé plusieurs secteurs, ce budget a été revu. Le gouvernement entend donner une nouvelle dynamique à ces secteurs, d'où l'onction demandée à l'Assemblée nationale. Les détails avec Benjamin Kwame. 88 députés pour et 10 abstentions. Voici le résultat des votes consacrés au projet de loi de finances rectificatif de la loi de finances de l'exécution du budget de l'État exercice 2020. Une loi rectificative, il s'agit ici d'évaluer ou de réévaluer les recettes ou encore les dépenses dans le budget de l'État pour faire face à une situation inattendue. Et parlant de situation inhabituelle, depuis mars 2020, la pandémie du Covid-19 est dans le pays, freinant ainsi l'éclosion économique de plusieurs secteurs d'activité. Des mesures sociales sont déjà entreprises, mais restent insuffisantes. C'est pourquoi l'Assemblée nationale devrait donner son onction pour une relance impérative. Cette loi qui vient d'être adoptée a tenu compte, bien sûr, des enjeux du moment et bien sûr de l'impératif de disposer de ressources conséquentes pour faire face à cette épidémie. Aussi bien dans le secteur de la santé que, comme je l'ai toujours dit, dans les mesures pour la relance de l'économie. Il fallait justement que nous puissions avoir l'onction de la représentation nationale pour pouvoir dérouler donc la feuille de route du gouvernement par rapport aux mesures d'accompagnement. Et justement, sur cette feuille d'accompagnement, certains secteurs clés de l'économie nationale peinent à redécoller. Déjà avec les infrastructures sanitaires qui restent encore vétustes, où l'équipe de Lassane Kabori envisage accentuer les actions de riposte, il y a aussi le secteur de l'hôtellerie qui reste grippé. La couverture des dépenses va s'étendre sur ce secteur aussi. C'est un secteur déjà qui avait des préoccupations. Vous avez vu que la TVA, par exemple, nous l'avons ramené, tout ce qui concerne les hôtels et les restaurants, à 10% au lieu de 18%. Et c'est une mesure permanente parce que déjà, ces hôtels et les restaurants étaient déjà frappés du fait de la sécurité. Donc, nous avons donc voulu donner un signal fort, en plus des autres mesures de réduction de la patente, de la TPA, ainsi de suite, et des mesures d'accompagnement en termes de prise en charge de 70% des salaires des travailleurs déclarés dans ces structures-là, donc d'accompagner de manière pérenne avec un taux de 10%. Donc c'est pour dire qu'effectivement, au-delà du secteur de la santé, c'est un budget qui nous permettra véritablement d'agir. Le budget des élections complet était aussi à l'ordre du jour, même s'il n'est pas encore bouclé. Sachez qu'il tourne autour de 12 milliards de francs CFA. Un gap de 4 à 7 milliards est attendu à ce sujet. Nous sommes au 7e mois de l'année 2020 et les recettes ordinaires sur ce budget ont baissé de 230 milliards de francs CFA. Mais il y a de bon espoir avec les bons payeurs. Mais cette baisse a été atténuée par l'encaissement que nous avons eu sur les téléphonies que nous n'avons pas prévu. Nous avons prévu 20 milliards au départ, nous avons encaissé 27 milliards 500. Et donc en tenant compte de cela, la baisse définitive de autour de 22 milliards et 222 milliards donc au niveau des recettes. C'est pour dire que mais nous avons eu quand même un accompagnement aussi des partenaires. Lorsque vous regardez les dons que nous recevons, des dons programmes que nous avons reçus, il y a quand même une augmentation de presque 100 milliards qui va venir s'ajouter, qui permettra donc d'atténuer d'une manière globale la baisse des ressources extérieures, des ressources internes que nous avons constatées. Il faut savoir également qu'avant l'adoption de cette loi, plusieurs commissions ont donné avis favorable au projet, suivi de débats. Ces commissions interviennent dans la santé, l'éducation, la bonne gouvernance ou encore la défense et la sécurité.
Le 29 juin dernier, 5 activistes ont été déposés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ils sont poursuivis pour outrage à magistrat, injure publique et incitation à la haine. Leur procès qui s'est ouvert en cette matinée s'est vu reporté au 14 juillet alors que la défense plaidait pour une liberté provisoire des accusés. Le point avec Ahmed Nanema. Ils sont 5 activistes dont le directeur de publication du média en ligne Proximité Info à être accusés pour avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre du procureur du Faso. Ils comparaissent ce matin devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour répondre de leurs actes. À la suite donc des bastonnades qu'on a constatées dans des vidéos, le procureur ayant demandé donc à la suite de ces bastonnades-là au FDS de modérer et de s'abstenir de ces actes-là. Ça a suscité donc de la part d'un certain nombre de personnes, dont certains activistes, mais également de la population qui ne comprenait pas des réactions tendant donc à remettre en cause ou à interpréter ou à mal comprendre le message que le procureur avait voulu faire passer. Pour la défense, les faits reprochés aux activistes portant atteinte au procureur du Faso doivent être clarifiés. Maintenant, il restera donc à caractériser en quoi ils ont été donc adressés donc au procureur ou au magistrat et en quoi ces messages-là ont eu pour intention ou pour objet donc d'offenser, manquer de respect ou à attenter à la dignité de la fonction que justement les personnes concernées exerçaient. Si des opinions peuvent porter préjudice à une tierce personne, cela ne doit nullement constituer un délit pénal, nous laisse entendre l'avocat de la défense. Bon, pour moi, manifestement, les opinions ne devraient pas être pénalisées. Et si elles devraient être pénalisées, parce que les opinions peuvent être émises et qu'à l'occasion, peut par exemple avoir atteint une personne dans sa dignité, mais cela peut être réparé sur le plan civil et à la limite, dans les démocraties très avancées, les délits d'opinion sont punis véritablement par des amendes et peut-être des peines minimes. La liberté provisoire plaidée par la défense auprès du juge au profit des activistes est rejetée. Plusieurs dossiers ouverts en ce jour sont reportés à une date ultérieure et celui des activistes poursuivis pour outrage à magistrat, injure publique et incitation à la haine est renvoyé au 14 juillet prochain du fait d'impliquer d'autres personnes qui doivent également se prononcer dans cette affaire. Passons à présent en revue les quotidiens africains qui abordent aujourd'hui la guerre des héritiers en Côte d'Ivoire et c'est avec Drissa Traoré. Côte d'Ivoire, la guerre des héritiers aura-t-elle lieu? 8 jours de deuil national ont été décrétés après la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sans attendre en effet la fin de ce deuil, en Côte d'Ivoire comme un peu partout en Afrique, la presse relaie les interrogations sur le nouveau visage qui va porter les couleurs de la majorité pour la présidentielle d'octobre. Le sursaut ouvre sa une, ce qu'il appelle la guerre des héritiers, en se demandant si, telle la guerre de Troie, non pas la vraie, mais celle immortalisée par Jean Giraudoux, si donc cette guerre des héritiers aura lieu et non le sursaut. Alors que le quotidien aujourd'hui à Abidjan, qui part d'un dangereux tournant, s'indigne de ce qu'il appelle le quaterron des fidèles d'Alassane Ouattara, qui sont particulièrement omnibilés par leur position et qui plaident pour un troisième mandat du chef de l'État, alors que le président est inéligible, martèle-t-il. Mais le temps revient toujours avec des interrogations. Qui pour remplacer Gon Coulibaly comme candidat du RHDP? Même s'il est trop tôt de poser la question, modère-t-il? Est-ce qu'Alassane Ouattara pourrait décider finalement de se présenter? Choisira-t-il un autre dauphin? En tout cas, pour le journal, au cas où il ne voudrait plus revenir sur ses engagements de ne pas se représenter, des noms circulent déjà. Et le temps les cite. Ahmed Bagayogo, qui a le soutien de Dominique Ouattara, époux du chef de l'État. Celui du secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, à qui Alassane fait totalement confiance. Amadou Soumaoro, actuel président de l'Assemblée nationale, mais qui aurait des soucis de santé, signale-t-on. Le vice-président Daniel Kablan Dakan, hypothèse à laquelle
le temps même n'y croit pas. La fièvre du remplaçant de Gon Coulibaly gagne aussi les médias de la sous-région. Au Burkina voisin, Ouattara sera relève qu'il s'agit d'un choix cornélien pour Alassane Ouattara. Et le journal burkinabé de noter qu'il urge pour les siens de lui trouver un remplaçant car toutes les cartes sont à rebattre au sein d'un parti où il a été clairement signifié à ceux qui ne le savaient pas encore, après l'évacuation pour suivi médical du regretté en France, qu'il n'avait pas de plan B en ce qui concerne le candidat du RHDP. C'était Gon ou Gon. Même affirmation dans le colonne du Sud quotidien de Dakar, qui affirme que la guerre des héritiers est relancée. Pour le journal sénégalais, avec la candidature annoncée de Bédié, celle probable d'un poulain de Gbagbo, Ouattara pourrait faire marche arrière pour s'y coller, espérant ainsi sauver les meubles en assurant lui-même une transition forcée. Une autre façon d'assurer ses arrières en entendant des moments plus propices avec un nouveau dauphin crédible et sûr. Lui qui a fait claironner qu'il n'avait pas de plan B à la candidature de Gon. Point de vue partagé par le politologue béninois Joël Ataï, qui souligne chez la Nouvelle Tribune que 3 options s'ouvrent désormais à la Côte d'Ivoire. Et pour l'analyste béninois, Alassane Ouattara peut prendre pour prétexte la mort de son dauphin pour revenir sur sa décision de ne pas être candidat. Tout comme qu'il fasse une réconciliation avec 2 dissidents de sa famille politique que sont Guillaume Soro et Marcel Amon Tano, son ministre des Affaires étrangères, ou encore user de son autorité et de son influence pour adouber Ahmed Bagayoko, ou alors conseille le politologue que le président Ouattara adoube enfin Daniel Kablan Dankan, l'actuel vice-président. Ce dernier a l'avantage de n'être ni Djoula, ni Bété, ni Baoulé, et pourrait être un président équitable après la succession d'Alassane Ouattara s'il est élu. Mais en attendant de trouver cette paire rare qui va porter les couleurs de la majorité pour maintenir le RHDP au palais de Cocody, aujourd'hui Ofaso a déjà lui trouvé un nom pour succéder à Gon Coulibaly à la primature, Tidjane Thiam. Emmanuel Macron l'aurait briefé sur la volonté d'Alassane Ouattara de le nommer Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Les populations du côté est du Grand Ouagadougou pourront très bientôt se faire soigner dans un centre hospitalier universitaire moderne et sécurisé. Ce matin est intervenue la pose de la première pierre du CHU Usta dans la commune de Samba. Une action des membres de l'université Saint-Thomas d'Aquin en collaboration avec le gouvernement burkinabé pour accroître le nombre de centres de santé et permettre à la population d'avoir des meilleurs soins. Mais avant la sortie de terre de l'édifice, 24 nouveaux médecins de l'USTA ont effectué leur sortie officielle. Détail avec Benjamin Kwame, Constantin Sieda. C'est cet acte qui marque officiellement la pose de la première pierre du CHU USTA. Dans quelques mois, ce site prendra cette nouvelle forme, avec le centre hospitalier universitaire Saint-Thomas d'Aquin. Un CHU ultramoderne construit dans un environnement boisé sur une superficie de 39 hectares pour une capacité de 400 lits. Cette infrastructure sanitaire vient compléter celle existante pour permettre aux populations d'être plus proches de ces établissements, mais aussi de bénéficier de soins de qualité. De plus, le CHU USTA sera également un centre de pratique pour les étudiants en médecine. Vous savez que pour la médecine et la pharmacie et biomédicale, il faut une structure de pratique. Ce n'est pas seulement qu'on doit avoir une formation théorique, mais aussi il faut des formations pratiques. Ce qui veut dire qu'il faut un CHU qui a 3 objectifs. Tout CHU, le centre hospitalier universitaire, a 3 objectifs. C'est le soin des malades, et la formation et la recherche. Donc il faut qu'on ne peut pas enseigner sans la recherche. Sinon, on ne parlera que de ce qu'on ne connaît pas. Alors qu'il faut rechercher et à partir de ces recherches-là, on enseigne ce qu'on trouve. Le centre hospitalier aura de nombreux services modernes et sécurisés comme les urgences, des blocs opératoires avec des plateaux techniques appropriés. Il se veut un centre de référence et son implantation dans la commune de Saba sera un atout pour toutes les populations de l'est de Ouagadougou et de tous les Burkinabés. De quoi réjouir le chef de l'État, Roch Kaboré, représenté à l'occasion par la ministre de la Santé. Le président du FASO, très attaché à la mise à disposition des patients de services et de soins de santé, est très heureux de m'envoyer présider cette cérémonie à sa place. Il aurait aimé être là
mais il n'a pas pu. Parce que c'est un édifice qui va venir accompagner la réalisation de certains de ses vœux. Et c'est le secteur de la santé qui est le plus heureux d'accueillir cet édifice-là, qui va venir renforcer l'offre de soins et de services de santé du côté est du Grand Ouaga. Une cérémonie marquée aussi par la sortie officielle de la 7e promotion des étudiants en médecine formés durant 8 années à l'USTA. 24 étudiants devenus à présent médecins après le serment d'Hippocrate. Et c'est une fierté. C'est une fierté et une grande responsabilité. À Dieu le Tout-Puissant, toute notre reconnaissance pour ses bienfaits dont nous sommes l'objet. À l'ensemble du corps professoral, vos connaissances, votre rigueur scientifique font de vous des maîtres hautement estimés. Le temps passé avec vous nous a permis de voir en vous des maîtres accessibles, disponibles, pleins d'énergie, avec un grand amour pour le travail bien fait. La faculté de médecine de l'Université Saint-Thomas d'Aquin est ouverte depuis 2006, avec à ce jour plus de 1000 étudiants formés dans cette faculté. L'USTA, en 2018 et 2019, était la meilleure université privée du Burkina Faso. Football à présent, depuis l'annonce de sa candidature à travers une déclaration face aux journalistes, le candidat Amado Traoré n'était plus apparu. Eh bien, c'est chose faite désormais. Il a présenté ce jeudi son programme, sa vision du football et son équipe de campagne aux hommes et femmes de médias, mais aussi aux acteurs du football national. Compte rendu signé Franck Aristide Jefa et Bassirou Sawadogo. Mon ambition à travers ce projet est de revitaliser le football burkinabé suivant une démarche inclusive, innovante et participative qui repose sur 5 axes majeurs selon le candidat déclaré à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Notre décision de briguer la présidence de la Fédération burkinabé de football tient à notre volonté de concrétiser nos idées pour bâtir un football burkinabé plus rayonnant et plus compétitif. Nous proposons une nouvelle offre qui allie une meilleure organisation, une transparence et une cohésion des acteurs. Notre programme pour le sport roi au Burkina Faso s'intitule Action vitale. Notre vision et notre stratégie pour l'émergence d'un football performant. Ce programme ambitieux est orienté sur 5 axes majeurs. Il s'agit d'améliorer la gouvernance du football burkinabé, de renforcer les compétences des acteurs, les infrastructures et les équipes de football burkinabé, de dynamiser les compétitions et métiers du football burkinabé, de mobiliser plus de ressources pour financer le football burkinabé et enfin de nouer des partenariats et mettre en place une diplomatie sportive en faveur du football burkinabé. Pour lui, si l'Assemblée générale élective lui accorde sa confiance, il poursuivra le processus de formulation de son plan d'action opérationnel et sa mise en œuvre avec l'ensemble des acteurs du football national afin de revitaliser notre football, a-t-il indiqué. Le processus de mise en œuvre de ce programme passera par 4 étapes. La première étape, c'est l'enrichissement et la validation du plan stratégique de développement du football. La deuxième étape consiste à l'élaboration d'un plan d'action opérationnel et sa validation. La troisième étape, c'est la mise en œuvre des actions sur le terrain. Preuve de votre détermination à jouer votre partition dans l'édification d'un Burkina de football. Notre candidature se veut celle de l'union sacrée autour du football burkinabé. C'est pourquoi je lance un appel solennel aux autres candidats à se joindre à nous afin que, main dans la main, dans une approche participative et transparente, nous revitalisons le football burkinabé.
Amado Traoré, promoteur du centre de formation de football AFP et actuel président du conseil d'administration de Majestic Sporting Club, bénéficie de la confiance de plusieurs anciens internationaux et promoteurs de clubs tels que Raïm Ouedraogo, Kassoum Ouedraogo Diziko, mais aussi et surtout de celui de l'ancien ministre des Sports et des Loisirs, promoteur de Salitas Football Club, Yacouba Ouedraogo Diyak. Pour clore cette édition, sachez qu'une quarantaine de gazelles d'Orcas, une espèce en voie de disparition, ont été massacrées par des braconniers dans la réserve naturelle de Termites et de Tintouma au Niger, selon les services de l'environnement. C'est le pire massacre commis dans la réserve. Avant, c'était à petite échelle, une gazelle par-ci, une gazelle par-là. 4 braconniers, tous des habitants de la zone de la réserve, ont été arrêtés. Ils risquent entre 2 mois à 2 ans de prison et jusqu'à 1 million de francs CFA d'amende. À Niamey, une gazelle d'Orcas peut coûter jusqu'à 600 000 francs CFA. Voilà, c'est ce qui met fin donc à notre édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous. Alain Koulibaly vous retrouve demain pour d'autres actualités.